de cristalliser parmi les peuples arabes et mahométans des sentiments dirigés contre les États-Unis. 15 août 1947, cet avertissement reçut une réponse immédiate de la part des dirigeants des partis politiques au cours d'un déjeuner de cabinet. M. Robert Hannegan, ministre des Postes et Télécommunications, mais ex-président national du parti du président, le Parti démocrate pressa le président de faire une déclaration sur la politique menée en Palestine. Déclaration où il demanderait l'admission de 150 000 sionistes. Ainsi, le conseil du représentant du parti était-il que le président Truman réponde à l'avertissement britannique en augmentant son enchère pour remporter le soutien des sionistes aux élections, la faisant passer de 100 000 à 150 000 personnes. M. Hannegan déclara que cette nouvelle demande aurait une influence excellente et des conséquences très positives sur le financement du Comité national des démocrates. Et comme preuve de ce qu'il avait promis, il ajouta que la demande initiale relative à 100 000 immigrants sionistes avait induit, ouvrez les guillemets, l'obtention de sommes très importantes venant de donateurs juifs qui tiendraient compte quant à augmenter ou retirer leurs dons de ce que le président ferait en Palestine. Ainsi, dès le début, le problème fut clairement présenté au président, avec d'un côté l'intérêt national et de l'autre le financement du parti. Les votes du parti et le succès du parti, cela fut discuté pendant les mois qui suivirent et finalement arbitré sur cette base, sans autre considération. L'avertissement de M. Forrestal était perspicace. Il soutenait que si la politique d'État à la sécurité nationale, qui relevait de son mandat, devait être subordonnée à l'achat de votes, le pays passerait sous le contrôle des sionistes. Et auparavant, en 1946, il avait demandé au président si la Palestine ne pouvait pas être retirée des questions politiques, entre guillemets. À ce moment-là, M. Truman avait, entre guillemets, donné son accord de principe, mais il avait exprimé le sentiment selon lequel, ouvrez les guillemets, il n'y a pas grand-chose à gagner d'une tentative. Les manœuvres politiques sont inévitables, la politique et notre gouvernement étant ce qu'ils sont. En septembre 1947, M. Forrestal, aiguillonné par ses appréhensions, œuvra sans répit pour que la Palestine soit retirée des questions politiques. Sa vision était que les deux partis rivaux devaient inclure une majorité d'individus qui pourraient être amenés à convenir aux égards à la primauté de l'intérêt national, que les questions majeures concernant la politique internationale devaient être élevées au-delà des rivalités, afin que la Palestine ne puisse être utilisée comme un argument vendeur pendant la période des élections. Son idée ne rencontra que le dédain chez les représentants de la politique pragmatique. Profondément perturbé par les remarques de M. Hannegan, faites le 4 septembre, voire plus haut, M. Forrestal demanda ouvertement au président Truman, lors d'un déjeuner du cabinet le 29 septembre 1947, ouvrez les guillemets, s'il ne serait pas possible d'exclure la question judéo-palestinienne de la politique. M. Truman déclara que cela valait la peine d'essayer, bien qu'il fût manifestement sceptique. Au cours du déjeuner de cabinet qui suivit le 6 octobre, le chef de parti réprimanda le directeur de cabinet responsable. Ouvrez les guillemets, M. Hannegan aborda la question de la Palestine et déclara que de nombreuses personnes qui avaient contribué à la campagne des démocrates demandaient fermement des garanties de la part de l'administration concernant un soutien définitif à la position juive en Palestine. M. Forrestal vit venir la capitulation de M. Truman et multiplia ses avertissements. Il rencontra le responsable du Parti démocrate, M.J. Howard McGrath, le 6 novembre 1947. Et encore une fois, rien n'en sortit. M. McGrath déclara qu'il y avait 2 ou 3 États clés qui ne pouvaient être remportés sans le soutien d'individus qui étaient fortement intéressés par la question palestinienne. La réplique de M. Forrestal eut peu d'effet. Je lui dis que je le préférais perdre ces États au cours d'une élection nationale plutôt que de courir certains risques qui, selon moi, pourraient se présenter en gérant la question palestinienne.
Le jour suivant, il reçut à nouveau le soutien du général Marshall qui déclara au cabinet que le Moyen-Orient était une nouvelle poudrière et M. Forrestal réitéra alors ma suggestion qu'une tentative sérieuse soit menée afin d'extraire la question palestinienne de la politique partisane américaine. La politique intérieure s'arrêtait à l'océan Atlantique et aucune question ne menaçait autant notre sécurité que celle-ci. 7 novembre 1947. À ce moment-là, le vote sur la partition se rapprochait et M. Forrestal fit un nouvel appel du pied au chef du Parti démocrate, M. McGrath, en lui montrant un document confidentiel sur la Palestine transmis par les services secrets. M. McGrath écarta tout cela, déclarant que les fonds d'origine juive représentaient une partie substantielle des donations allant au Parti démocrate et que la plupart de ces contributions étaient faites, ouvrez les guillemets, avec pour objectif de la part des donateurs de pouvoir exprimer leur vision et que celle-ci soit sérieusement prise en compte sur des sujets tels que l'actuelle question palestinienne. Il planait au sein de la communauté juive un sentiment comme quoi les États-Unis ne faisaient pas tout ce qu'il fallait pour solliciter les votes. Au sein de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de la partition de la Palestine. Et au-dessus de cela, les Juifs attendaient les États-Unis qu'ils fassent tout leur possible pour mettre en œuvre la partition après le vote de cette décision par les Nations unies, même si pour cela le recours à la force était nécessaire. Cette citation révélait le processus d'accroissement progressif des enchères qui avait eu lieu en coulisses afin de remporter les financements et les votes sionistes. Au départ, leur soutien des États-Unis concernant la proposition de partition était attendu. En quelques semaines, cette attente s'était transformée en une requête comme quoi les États-Unis devaient solliciter les votes des autres pays en faveur de la partition et recourir aux troupes américaines afin d'imposer la partition. Et de telles notions étaient tout à fait familières aux chefs de parti. Si jamais au cours des années 50 et 60 les soldats américains se retrouvent au Proche-Orient, quiconque parmi ces derniers aura lu les journaux intimes de M. Forrestal saura pourquoi il a atterri là. M. Forrestal devait être animé par le sens du devoir et non par l'espoir lorsqu'il implora M. McGrath de bien réfléchir à ce dossier parce qu'il n'impliquait pas seulement les Arabes du Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il pouvait impliquer l'intégralité du monde musulman, avec ses 400 millions de personnes, l'Égypte, l'Afrique du Nord, l'Inde et l'Afghanistan. Alors que M. Forrestal livrait à huis clos cette bataille désespérée dans les bureaux de la Maison-Blanche et des sièges des partis, le Dr Weizmann à Washington, New York et Lackey Success organisaient infatigablement le vote sur la partition. Il rencontrait des difficultés mais fut sauvé pendant la phase la plus critique lorsqu'il rencontra un changement sensible et positif parmi certains de ces juifs aisés qui étaient précédemment opposés aux sionistes. Vers la fin de son ouvrage, il mentionne tout d'abord M. Bernard Barlouche, déclarant que celui-ci avait auparavant été un juif de l'opposition, l'un de ces juifs riches et puissants qui s'opposaient à l'idée d'un foyer national juif, mais il ne connaissait pas vraiment le sujet. On ne peut que spéculer quant à la composition exacte de la nature de l'international juif, décrite par le docteur Casten, comme ayant vu le jour aux alentours du début de ce siècle. Il est permis à la lumière de ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années de la voir comme un conseil d'administration supérieur permanent disséminé à travers tous les États-nations, ses membres n'étant probablement remplacés qu'à leur mort. Si telle est sa nature, une seconde inférence raisonnable serait que le docteur Weizmann est l'un de ses membres haut placés, peut-être le plus élevé, mais que sans aucun doute il existait un groupe au-dessus de lui. Dans ce cas, je dirais que ces 4 plus hauts membres aux États-Unis à cette époque-là devaient être tout d'abord M. Bernard Baruch, puis le sénateur Herbert Lerman, M. Henry Bonjanto Jr. et ensuite le juge Félix Frankfurter. Si un doute avait subsisté, il aurait auparavant concerné M. Baruch, qui n'avait jamais fait part publiquement de ses liens avec les causes gauchistes ou avec le sionisme.
Son grand ami, M. Winston Churchill, rapporta l'opinion négative de M. Baruch au sujet du sionisme au Dr Weizmann, qui par conséquent, comme il le déclare dans son livre, prit grand soin de ne pas aborder la question juive quand il rencontra précédemment M. Baruch en Amérique. Néanmoins, à ce moment décisif, M. Baruch changea soudain du tout au tout. Dr Weizmann et son soutien ajouté à la pression sioniste qui était exercée sur les hommes politiques américains fut déterminant. Le Dr Weizmann, qui se pressait auprès des lobbies à Like Success, apprit que la délégation américaine était opposée à la partition de la Palestine. Là-dessus, il s'assura le soutien particulièrement utile de M. Baruch, qui jusqu'alors et pendant plus de 40 ans avait été considéré comme un opposant au sionisme, même par des proches tels que Winston Churchill, ainsi que celui de M. Henry Mogento, dont le nom est lié au plan de la vengeance aveugle adopté par M. Roosevelt et M. Churchill à Ottawa en 1944. On peut supposer que M. Baruch ne semblait pas considérer le Dr Weizmann avec la crainte respectueuse qui semblait saisir les dirigeants occidentaux à l'approche du leader sioniste. Par conséquent, son soutien précipité envers le sionisme dénote soit une conversion soudaine, soit la révélation d'un sentiment jusqu'alors dissimulé. Dans tous les cas, son intervention fut décisive, comme nous allons le montrer. Le Dr Weizmann était fortement épaulé par les autres juifs influents au sein du Parti démocrate. Le sénateur Lehman était à la tête de l'UNRWA quand celle-ci fut utilisée pour faire passer les juifs de l'Est à travers l'Europe jusqu'en Palestine, et avait demandé la démission du général Morgan parce que celui-ci avait attiré l'attention publique sur ce mouvement démographique de masse. Son rôle dans ce drame était déjà clair. Le juge Frank Futter était tout aussi occupé. M. Forrestal entendit de la bouche de M. Loa Anderson, en charge du Moyen-Orient au sein du département d'État, qu'une pression très importante avait été exercée sur lui ainsi que sur M. Lovett, dans le but d'obtenir une sollicitation américaine active concernant les votes en faveur de la partition de la Palestine au sein des Nations Unies, et déclara que Félix Frankfurter et le juge Murphy avaient tous deux envoyé le message aux délégués philippins, le pressant de voter dans leur sens. C'est le même M. Frankfurter qui contacta M. Hauss à la conférence de paix à Paris en 1919 pour, ouvrir les guillemets, parler des Juifs en Palestine. Il fut aussi l'instructeur dévoué de M. Alger Hiss à la faculté de droit d'Harvard. Avec un tel soutien, M. Weizmann apparut comme un général en siège, soutenu par une armée supérieure lorsqu'il s'adressa au commandement de la citadelle assiégée. Le président Truman, le 19 novembre 1947, pour lui demande que les États-Unis soutiennent la partition de la Palestine et aussi que la région de Negev, à laquelle le Dr Weizmann accordait une grande importance, soit incluse dans le territoire sioniste. La discipline de M. Truman fut exemplaire, ouvrez les guillemets. Il me fit la promesse qu'il allait contacter immédiatement la délégation américaine. Dr Weizmann, en déplacement à Like Success, le chef de la délégation américaine, M. Herschel Johnson, alors qu'il était sur le point d'informer le représentant sioniste de la décision des Américains de voter contre l'inclusion du Negev, fut contacté par téléphone et reçu par l'intermédiaire du président Truman les ordres du Dr Weizmann. Grâce à cela, l'affaire fut bouclée et le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies recommanda la propagande sioniste, dit toujours, décida, entre guillemets, et que les États arabes et juifs indépendants aient un statut international spécifique pour la ville de Jérusalem, soit mis en place après la fin du mandat britannique le 1er août 1948. Le vote fut de 31 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. La manière dont le vote américain fut obtenu a été exposée. Comme pour certains autres votes, le sous-secrétaire Robert Lovett déclara au cours du déjeuner de cabinet suivant le 1er décembre 1947 qu'au cours de sa vie, ouvrez les guillemets, il n'avait jamais subi une pression égale à celle des 3 derniers jours. Le producteur de pneumatiques et de caoutchouc Firestone Tire and Rubber Company,
qui avait une concession au Libéria, rapporta d'après les déclarations de M. Lovett qu'il lui avait été demandé par téléphone de contacter ses représentants au Libéria, ouvrez les guillemets, pour qu'ils mettent la pression sur le gouvernement libérien afin qu'il vote en faveur de la partition. Le récit de M. Loa Anderson relatif à la forte pression exercée pour obtenir la sollicitation américaine des votes des petits pays a déjà été cité. Ainsi se déroula le vote des Nations Unies à propos du problème international le plus explosif de ce siècle. Au cours du déjeuner de cabinet qui eut lieu juste après ce vote, M. Forrestal revint à l'attaque. Ouvrez les guillemets, j'ai remarqué que de nombreuses personnes raisonnables d'obédience juive nourrissaient de forts doutes quant à la sagesse des pressions sionistes pour obtenir un État juif en Palestine. La décision induisait un grand danger pour la sécurité future de ce pays et discuta alors de ce pays le 3 décembre 1947 avec M. James F. Burness, qui n'était plus secrétaire d'État depuis le début de l'année. Sa fin de mandat était prévisible puisque c'était lui qui avait révélé les promesses qu'avait faites le président Roosevelt à Ibn Saoud. M. Burness déclara que les décisions de M. Truman avaient mis le gouvernement britannique, ouvrez les guillemets, dans une situation particulièrement délicate, et ajouta que M. David K. Niles et le juge Samuel Rosenman étaient les principaux responsables de cette situation. Ces deux hommes avaient rejoint la Maison-Blanche et faisaient partie de la garde de palais dont M. Roosevelt s'entourait. M. Niles, d'origine russo-juive, était le conseiller pour les affaires juives et le juge Rosenman avait participé à la rédaction de discours présidentiels. Selon M. Burness, ces hommes dirent à M. Truman que Dewey était sur le point de faire une déclaration soutenant la position sioniste en Palestine et ils insistèrent sur le fait que si le président n'anticipait pas ce mouvement, l'État de New York serait perdu au profit des démocrates. À ce moment-là, M. Burness laissa entrevoir une partie des enchères qui avaient lieu en coulisses. Dans ce compte-rendu, les deux candidats pour le poste le plus élevé aux États-Unis, M. Thomas Dewey, était le candidat probable du parti adverse, le parti républicain, ressemble à des enfants qu'on aurait montés les uns contre les autres dans la perspective d'un sac de friandises. M. Truman, en faisant la volonté des sionistes concernant la partition, n'avait aucunement assuré la victoire des démocrates, puisque l'élection était encore à une année de là. Et pendant ce temps-là, les sionistes allaient exiger toujours plus, et le parti républicain allait enchérir encore et encore pour décrocher la récompense. Plongé dans le désespoir, M. Forrestal essaya alors de convaincre M. Dewey, ouvrez les guillemets, je dis que la question palestinienne était selon moi de la plus grande importance en ce qui concernait la sécurité de la nation. Et je demandais une fois de plus si les partis ne pouvaient pas se mettre d'accord pour retirer cette question de la campagne électorale. La réponse du gouverneur de l'État de New York, Dewey, fut bien proche de celle du président Truman. Ouvrez les guillemets. C'était un sujet délicat traité en raison de l'attitude passionnée des Juifs qui avaient pris la Palestine comme symbole émotionnel, car le Parti démocrate ne refusait de tourner le dos aux avantages du vote juif. Là-dessus, M. Dewey continua à essayer de surpasser les enchères des démocrates pour obtenir le vote juif, et à sa grande surprise, il perdit néanmoins l'élection. La tentative de M. Forrestal fut d'essayer de renforcer la position du département d'État dans son opposition au président. Un mémorandum 21 janvier 1948 dans lequel il a analysé les menaces pour la sécurité intérieure américaine qui découlaient de cette implication. Ouvrez les guillemets, il est peu probable qu'il existe aucun dossier relatif à nos relations extérieures ayant une telle importance et impliquant d'aussi grands dangers pour la sécurité des États-Unis que nos relations au sein du Moyen-Orient. Il avertit des risques d'une blessure permanente infligée à nos relations avec le monde musulman et d'une marche vers la guerre, et dit avoir rencontré quelques modestes encouragements de la part de certains républicains concernant sa proposition de retirer la question palestinienne de la lutte politique qui opposait les partis, mais du côté des démocrates. Il y avait eu le sentiment qu'une partie substantielle des fonds des démocrates proviennent de sources sionistes enclines à attendre un
en retour un gage concernant cette partie de notre politique nationale. Ces 9 derniers mots sont explicites et littéralement corrects. Les sionistes demandèrent l'assujettissement de la politique d'État américain et en retour offrir aux plus offrants un mandat présidentiel de 4 ans. Il n'avait jamais été vérifié s'il était véritablement capable d'offrir ce qu'il proposait. Les chefs de parti les crurent et les candidats des 2 partis revêtirent leur robe de pénitents avant d'être nominés candidats, sachant ou croyant qu'ils n'attiendraient même pas la nomination s'ils ne la portaient pas. M. Forrestal pressa le secrétaire d'État, le général Marshall, de faire des remontrances au président, soulignant qu'une grande partie des Juifs pense que le zèle actuel des sionistes peut entraîner des conséquences particulièrement néfastes, non seulement en termes de fractures induites au sein de la société américaine, mais à long terme au niveau de la situation des Juifs à travers le monde. Après avoir lu le mémorandum de M. Forrestal, le sous-secrétaire Lovett transmit un autre mémorandum qui avait été rédigé au préalable par le service de planification du département d'État. Ce document informait le président que la partition n'était pas réalisable, exactement de la même manière que les gouvernements britanniques avaient été prévenus par les administrateurs basés sur place que le mandat était inapplicable, que les États-Unis n'étaient pas obligés de la soutenir si elle ne pouvait être menée à bien sans avoir recours à la force, qu'il était contraire aux intérêts américains de fournir des armes aux sionistes tout en les refusant aux Arabes, que les États-Unis ne devaient pas prendre sur eux la mise en application par la force de la recommandation de partition et devaient essayer d'assurer du retrait de la proposition de partition. M. Lovett ajouta que l'utilisation des Nations Unies par d'autres acteurs comme tribune de propagande complique notre gestion des affaires étrangères et déclara que le département d'État était particulièrement gêné et handicapé par les activités de Niles au sein de la Maison-Blanche, celui-ci s'adressant directement au président sur les questions relatives à la Palestine. Le jour même, le sous-secrétaire se plaignit d'être à nouveau sous pression. M. Niles, lui ayant téléphoné depuis la Maison-Blanche, exprimant le souhait que l'embargo sur la vente d'armes aux sionistes soit levé. À partir de ce moment, M. Forrestal devint manifestement une véritable nuisance pour ceux qui contrôlaient la Maison-Blanche, et son élimination fut décidée. Tout d'abord, il reçut une visite de M. Franklin Roosevelt Jr., malgré la promesse de ne pas initier d'action hostile à l'encontre des Arabes, que son père avait faite sur son lit de mort. Son fils, un politicien new-yorkais nourrissant des ambitions présidentielles, était un partisan radical du sionisme. M. Forrestal lui dit de façon ostensible, ouvrez les guillemets, je pense que les méthodes qui furent été utilisées par des individus extérieurs à l'exécutif gouvernemental pour faire peser la coercition et la contrainte sur d'autres nations au sein de l'Assemblée générale des Nations unies frisent le scandale et rapporte, comme s'il en était surpris, que son visiteur n'ait mis aucune menace. En réponse à cette déclaration, il exposa alors sa proposition de retirer la question de la sphère politique grâce à un accord entre les 2 parties. M. Roosevelt, en fils de son père, répondit que cela était impossible, que la nation était trop largement impliquée et qu'en outre, un tel accord scellerait la défaite du Parti démocrate et la victoire des républicains. M. Forrestal répondit que l'incapacité à s'accorder avec les sionistes pourrait induire la perte des États de New York, de Pennsylvanie et de Californie, les États clés mentionnés précédemment par le directeur du parti, McBride. Ouvrez les guillemets, je pensais qu'il commençait à être temps que quelqu'un se préoccupe de savoir si nous n'allions pas perdre les États-Unis. Aucun commentaire de la part de M. Roosevelt n'a été enregistré, mais il fut de mauvais présage pour M. Forrestal, puisque le même jour, 3 février 1948, eut lieu l'intervention de M. Bernard Baruch. M. Baruch, qui s'était opposé au sionisme, soutenait désormais si passionnément cette cause qu'il conseilla à M. Forrestal, ouvrez les guillemets, de ne pas participer à cette question. J'étais déjà assimilé à un degré qui ne servait pas mes propres intérêts à l'opposition vers la politique des Nations Unies en Palestine. Déclaration de mauvais augure pour M. Forrestal à cette occasion. Les annales comportent pour la première fois une intervention
spécifique de M. Barouch sur un dossier important ainsi que la nature de cette intervention. Son conseiller était que M. Forrestal, un membre du cabinet, prenne en compte son propre intérêt qui était menacé jusqu'alors. M. Forrestal, en tant que fonctionnaire du cabinet consciencieux, avait uniquement considéré l'intérêt de son pays. M. Forrestal ne précise pas s'il perçut quoi que ce soit de menace sans ce conseil. Son allusion à M. Roosevelt le même jour montre que l'idée de menace lui traversa l'esprit. Il céda alors à la peur, qui finit par dominer presque tous les hommes qui luttèrent contre la servitude de Sion. 4 jours plus tard, le 7 février 1948, il rédigea une dernière note sur le sujet, note qui ne soumit jamais au président, mais qui comporte un élément de première importance pour l'histoire. Il déclare que le 6 février, Eisenhower me dit qu'une participation effective des États-Unis aux forces de police en Palestine nécessiterait approximativement une division ainsi qu'une unité logique attenante. Par conséquent, à cette période, le général Eisenhower, alors chef des armées, était en train d'élaborer des plans relatifs à un engagement potentiel des troupes américaines en Palestine. M. Forrestal mit de côté ce dernier mémorandum. Les 12 et 18 février, il fit 2 dernières requêtes auprès du général Marshall afin que celui-ci débatte avec le président et les chefs de parti. Et à partir de là, ses efforts cessèrent. Son retrait ne lui rapportera rien, puisqu'au cours des 12 mois qui suivirent, il fut littéralement harcelé jusqu'à la mort. Sa disparition mérite d'être décrite ici, avant que la partition forcée de la Palestine ne soit rapportée. Il s'agit d'un cas classique de persécution par diffamation menant à la mort. Je me rendis pour la première fois en Amérique en 1949 et fut étonné par la virulence des attaques dans la presse et la radio contre un certain monsieur James Forrestal, secrétaire à la Défense. Je ne connaissais rien de lui si ce n'était son nom. Le rôle qu'il jouait dans cette affaire, tel que décrit plus haut, était alors totalement inconnu du grand public. Néanmoins, celui-ci disait ou entendait chaque jour que c'était un déséquilibré, un lâche qui avait laissé sa femme se faire agresser par un malfrat, un individu qui avait échappé au fisc et toutes sortes d'autres attaques. Par hasard, je rencontrai l'un de ses amis qui me dit qu'il avait été si affaibli par cette persécution que ses proches en étaient très inquiets. Quelques semaines plus tard, il se jeta par la fenêtre d'un étage élevé, laissant dans sa chambre quelques vers recopiés d'une tragédie grecque qui se terminait par ces mots, ouvrez les guillemets, « Calamité, calamité, telle sera la clameur ». Les lois américaines contre la diffamation sont peu contraignantes et varient d'un État à l'autre, et le règlement des litiges est long. Même un procès gagné ne mène pas forcément à des réparations. En pratique, quasiment aucune limite n'est fixée quant à ce qui peut être dit au sujet d'un individu victime de diffamation. Les calomnies sont publiées dans un style propre à stimuler les passions des foules, et lorsque des émissions sont diffusées sur un ton enragé, cela me rappelle la rumeur montrant des tribus africaines primitives lors des moments de catalepsie. Parmi les affaires de M. Forrestal, on retrouva un album de coupures de journaux remplis de ces attaques, et lorsque sa fin approcha, il ne pouvait même plus écouter la radio. Le fiel de la calomnie fut répandu sur son dos, et vers la fin, 2 animateurs de radio se joignirent à la mise à mort. L'un d'eux annonça le 9 janvier 1949 que le président Truman était prêt à accepter la démission de M. Forrestal dans la semaine qui suivait, suivi de propos diffamatoires concernant des actions détenues par M. Forrestal dans le consortium du textile allemand German D. Strutt. Le 11 janvier, le second animateur annonça à des millions d'auditeurs qu'à l'heure de la diffusion, le président Truman aurait déjà accepté la démission de M. Forrestal. Si le premier journaliste n'avait anticipé cette décision, l'histoire du vol de bijoux fut ajoutée à cela. Quelques semaines plus tôt, le président Truman avait déclaré à la presse qu'il avait demandé à M. Forrestal de ne pas démissionner. Le 1er mai, il convoqua M. Forrestal et demanda sa démission immédiate, sans explication, démission qui prenait effet le 1er mai. M. Forrestal se suicida le 21 mai. À la cérémonie d'enterrement, M. Truman le qualifia de victime de guerre. Entre parenthèses, durant cette période, un autre homme était également harcelé à mort.
à laquelle il échappa plus tard au cours de la même année, uniquement en raison de l'échec de sa tentative de suicide. Sa persécution venait des mêmes diffamateurs, bien que son affront fût lié à un autre sujet, le communisme. M. Whittaker Chambers commit le péché de révéler l'infiltration communiste au sein du gouvernement américain. J'étais en Amérique au moment de son inquisition, qui est décrite dans son livre et contient l'exemple frappant auquel j'ai précédemment allusion des pratiques talmudiques consistant à maudire en regardant méchamment et fixement. L'encyclopédie juive, les talmudistes littéraux verraient probablement dans la tentative de suicide de M. Chambers et dans les mots qui l'affectèrent ensuite une illustration de l'efficacité littérale de la loi dans ce domaine. Après la retraite dans le silence, M. Forrestal suit à l'avertissement de M. Barouche. Les hommes en charge du département d'État poursuivirent leur lutte sous la houlette du général Marshall. Pendant ce temps, en Angleterre, M. Bevin continuait son combat solitaire contre l'opposition des conservateurs et contre les membres de son propre parti. À un moment donné, pour la première fois depuis 1917, les responsables de cabinet et des élus des deux pays semblaient avoir gagné la bataille. C'était en mars 1948. La violence en Palestine s'était tellement accrue suite à la recommandation des Nations Unies concernant la partition du pays que le Conseil de sécurité s'alarma et battit en retraite. Même le président Truman était troublé. Et ses représentants au sein du Conseil de sécurité annoncèrent un renversement de la politique américaine, proposant que le projet de partition soit suspendu, qu'un cessez-le-feu soit mis en place et qu'après la fin du mandat, le territoire soit mis sous tutelle des Nations Unies. C'était dans les faits la proposition mentionnée par le mémorandum de janvier émis par le département d'État. Ainsi, au dernier moment, le projet d'État juif semblait-il s'écrouler. Le retour à la raison d'après-guerre commençait ce processus que M. Lloyd George, 30 ans plus tôt, avait appelé sur un ton d'avertissement le dégel. Et si le coup échouait maintenant, seule une troisième guerre mondiale offrirait une nouvelle opportunité. La mise sous tutelle serait le mandat, sous une autre forme, mais avec les États-Unis comme pays principalement impliqués, et dans 10 ou 20 ans, l'Amérique, de façon prévisible, découvrirait que la mise sous tutelle est aussi inapplicable, sous la pression sioniste que les Britanniques l'avaient découvert pour le mandat. C'était maintenant ou jamais, et les sionistes frappèrent d'un coup. Ils mirent les Nations Unies devant le fait accompli, en divisant eux-mêmes la Palestine. L'acte terroriste par lequel cela fut réalisé était le fruit de la politique adoptée par le Congrès sioniste mondial de 1946, où les forces démoralisantes au sein du mouvement, selon les mots du Dr Weizmann, avaient recommandé les méthodes de résistance, défense, activisme. Et le Dr Weizmann, qui savait ce que cela signifiait, avait été exclu pour s'y être opposé. Le Dr Weizmann avait alors qualifié la terreur en Palestine de mal ancien sous une forme nouvelle et horrible. La date du 9 avril 1948 montra ce qu'il voulait dire, et en particulier pourquoi il l'appelait le mal ancien. Ce jour-là, les activistes, les groupes de terroristes et d'assassins du sionisme détruisirent totalement un village arabe, accomplissant exactement et littéralement la loi énoncée dans le Deutéronome, qui, comme le lecteur s'en souvient, constitue la loi judaïque fondamentale, mais est elle-même un amendement de la loi mosaïque originelle des Israélites. Ce fut le jour le plus important de toute l'histoire du sionisme pour les Arabes qui connaissaient la Torah et savaient depuis 2000 ans ce qu'il vous a fallu 2 guerres mondiales pour comprendre. Cela signifiait que la loi barbare de Juda, élaborée par les Lévites entre 700 et 400 avant Jésus-Christ, allait être ramenée à la vie et allait leur être imposée par la force et la violence, avec le soutien de l'Occident chrétien, mais dans la main avec la Russie communiste. Ils savaient que ce message symbolique avait pour but de montrer ce qui arrivait à tous ceux qui resteraient, sur quoi quasiment toute la population arabe de Palestine fuit vers les États arabes frontaliers. Le massacre de Der Yassin fut succinctement rapporté en Occident. Par exemple, le magazine Time de New York écrivit, ouvrez les guillemets,